On se retrouve dans cette deuxième partie d'émission, les amis, pour parler de notre écrin de verdure que l'on appelle le Parc d'Isle. C'est un espace unique en son genre dans notre territoire. Il regroupe la nature, les parcs animaliers, la réserve naturelle. Il permet de la pratique sportive ou de loisirs et c'est un lieu apprécié de tous pour venir se détendre dans un cadre exceptionnel au plein cœur urbain du Saint-Quentinois. Pour nous en parler, Bruno De Santos est notre invité. Bonjour Bruno. Bonjour Bertrand, merci de nous recevoir. Tu es le responsable animation de cet écrin de verdure. Alors là, tu as du boulot Bruno, hein, parce qu'il se passe constamment quelque chose au sein du Parc d'Isle. Tout à fait, que ce soit des activités sportives, des activités de loisirs, nature. Il y a toujours quelque chose, on est toujours actif sur le parc. Alors tu es là aujourd'hui, notre invité dans cette deuxième partie d'émission, parce que ce week-end, enfin pas ce week-end, le week-end du 24 et du 25 juin, c'est la 3e édition de cette fête du Parc d'Isle. Mais il me semble que cette fête existait depuis longtemps, Bruno. Oui, c'est ça, on l'appelait à l'époque la fête de la nature. Et depuis quelques années, depuis 3 ans, comme tu l'as bien énoncé, on passe sur la fête du parc, sur une ampleur plus importante. Alors, quand est-ce que le Parc d'Isle a été créé, Bruno? Le Parc d'Isle a été initialement créé en 1970. Et avant, c'était quoi? Alors, avant, on l'utilisait pour divers usages, mais c'était essentiellement une décharge. Voilà. Incroyable. Tout à fait. Et tu sais quoi? Je vais vous proposer en introduction de cette deuxième partie de découvrir la rencontre avec notre historien local, Frédéric Pilet. Stéphane est allé à sa rencontre dans la rubrique Photostoria et il nous raconte l'histoire de ce lieu. Regardez, c'est très étonnant. Le 10 octobre 1970 était inauguré le Parc d'Isle. Mais il a fallu une longue histoire naturelle et humaine pour connaître ce paysage de la vallée de la Somme. Les Gallo-Romains choisissent ce site en raison du rétrécissement de la vallée de la Somme qui leur facilite l'aménagement des voies de communication. C'est là que, selon la légende, le corps de Quintinus fut inhumé à la fin du IIIe siècle, site sur lequel se développe une chapelle au 7e siècle, reprise par des moines bénédictins vers 960. Ce sont ces mêmes moines qui vont aménager des digues sur le cours de la Somme, créant ainsi des étangs, 2 étangs entre Rouvroy et Morcourt, l'étang du Haut et l'étang du Bas. Avec la guerre de Cent Ans, les fortifications vont être renforcées au XIVe et XVe siècle. Les eaux vont être détournées pour pouvoir aménager des fossés au pied de la cité. Les richesses de l'étang d'Isle exploitées par les moines de l'abbaye d'Isle sont multiples. Tout d'abord, les moulins qu'ils aménagent sur les digues, les moulins Becquerel, à partir du 9e, 10e siècle. La chasse du gibier d'eau, notamment les canards pilés, les foulques macroules ou encore les bécasses, gibier qui est réservé là encore aux moines. La pêche des poissons d'eau douce, très important quand on pense que ces moines sont soumis la moitié de l'année à un jeûne alimentaire. Le surplus des poissons pêchés sont vendus à la population. D'autres activités humaines se développent, les foulons pour le travail de la laine, les tanneries pour le travail du cuir, les bueries pour le blanchiment du lin à partir du XVIe siècle. La ressource végétale n'est pas négligeable non plus, puisqu'on exploite l'osier pour la vannerie, on plante des arbres, des aulnes et des peupliers, on cultive le cresson, qui est une plante potagère et médicinale, et le pâturage aussi est très important pour le bétail des populations environnantes. La tourbe, formée par la décomposition des végétaux, est exploitée, elle, pour le chauffage humain, jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque apparaît l'usage du charbon des mines du Nord. À la fin du XVIIIe siècle, le paysage de la vallée de la Somme est bouleversé par le prolongement du canal de Picardie en direction de l'Edin, préfiguration du canal de Saint-Quentin au début du XIXe siècle. Avec l'arrivée du chemin de fer en 1850, l'étang du Bas est asséché. Par la suite, c'est le petit étang d'Isle au pied du quartier de Rumicourt qui subira le même sort. Au début des années 1920, la ville de Saint-Quentin rachète l'étang d'Isle dans le but de l'assécher et de l'aménager. Finalement, le projet trop gigantesque est abandonné. À l'initiative de l'Aveyron saint-quentinois est créée la plage d'Isle qui ouvre ses portes en 1930. Elle est l'héritière des bains froids, aménagés depuis le milieu du XIXe siècle en bordure de la Somme et de l'étang d'Isle. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1950, s'est aménagée une déchetterie qui fermera ses portes en 1965.
C'est cette zone trop longtemps délaissée et maltraitée que la ville de Saint-Quentin décide d'aménager à la fin des années 60. Après la conception d'un ambitieux projet d'aménagement nautique et sportif, finalement la ville s'oriente vers un projet plus naturel. Après d'importants travaux d'aménagement, de terrassement, de remblaiement, le parc d'Île est enfin aménagé et ouvre ses portes en octobre 1970. En 2000, il prend le nom de son fondateur, le sénateur-maire Jacques Braconnier. En 1976-77, des accès sont aménagés en direction d'Arly et de Rouvroy. Une fermette pédagogique est créée. En 1992, un kiosque est construit. 4 ans plus tard, la Maison de la Nature, l'actuelle Maison de l'Environnement, est ouverte. Elle est aujourd'hui en cours de rénovation. Le parc animalier, de son côté, est en pleine expansion. Alors vous avez noté de vous-même que la maison du parc est terminée, que la transformation de ce lieu, incroyable l'histoire de ce lieu quand même. Hein. Tout à fait, ouais, très particulière, et puis c'est ce qui fait la beauté aussi du site. Hein, voilà, son évolution a fait qu'aujourd'hui on en est arrivé là. Il y a un véritable ancrage auprès des Saint-Quentinois quand même. Hein. C'est vraiment le poumon vert de la ville, donc vraiment voilà, c'est un lieu de détente, un lieu de sport comme on l'a dit tout à l'heure, et voilà, c'est un lieu qui est cher aux Saint-Quentinois. Alors, on se souvient tous, en 2021, on a eu l'occasion de fêter ensemble l'inauguration de cette île sauvage, que l'on appelle l'île sauvage. Alors, c'est quoi l'île sauvage et comment est née cette idée? Alors, l'île sauvage, c'était l'idée à la base de Xavier Bertrand, qui a découvert, en fait, qui a redécouvert en tout cas le potentiel du site et qui a voulu monter en puissance. Voilà, on savait qu'on avait déjà des animaux de la ferme depuis très longtemps sur le parc. Et donc, on voulait développer l'activité autour des animaux, développer un parc animalier, tout en respectant le bien-être animal, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce parc animalier? Alors, dans notre parc animalier, on va y trouver des suricates. Ça, c'est un peu l'exception, mais on va y trouver essentiellement des animaux issus des zones humides, car c'est notre mot d'ordre, en fait, c'est la préservation des animaux, des zones humides d'ici et d'ailleurs. Donc, ça veut dire au sein de la réserve, mais aussi au sein de l'île sauvage. Alors, il y a eu un travail de fait, puisque les animaux qu'on peut découvrir proviennent des 5 continents. Donc, vous avez été associé à ce travail? Alors tout à fait, hein, c'était une volonté, donc il y a eu un effort au niveau du personnel, il y a eu des recrutements qui ont été menés, notamment une responsable capacitaire animalier. Et donc cette idée était, on a travaillé conjointement en fait avec notre capacitaire pour sélectionner la collection animale. Et quand on dit qu'ils viennent des 5 continents, alors on a vraiment des animaux qui viennent des 5 continents? Alors, ils viennent des 5 continents, oui, ils sont issus des 5 continents, en tout cas leurs cousins sont issus des 5 continents. Il faut savoir que tous les animaux qui se trouvent dans notre parc animalier sont des animaux qui sont déjà nés en captivité et qui viennent d'échanges entre parcs, voilà, dans le respect du bien-être animal bien évidemment. Comment vont Zi et Pili? C'est comme ça qu'on les appelle? Tout à fait, ouais, c'est ça, très bien. Ils ont aussi un jeune frère, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Sikyo également. Ils vont très bien, c'est donc nos naissances de suricates qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Bruno, quand on voit des naissances à répétition au sein du parc d'Île, de l'île sauvage ou du parc d'Île, est-ce que ça veut dire que c'est la preuve d'une parfaite adaptation pour ces espèces? Oui, tout à fait, c'est toujours bon signe. Hein. On sait que les animaux s'épanouissent, se développent bien, sont adaptés à leur milieu. Donc c'est toujours une bonne nouvelle, en tout cas de notre côté, d'avoir des naissances sur le parc. Alors, passer de la gestion de la fermette, on y avait des poules, des canards, des lapins, c'est des moutons et tous les animaux de la ferme. À la gestion de l'île sauvage, ça a nécessité une véritable remise en question, aussi bien humain que par les équipements. Tout à fait. Donc au niveau des équipements, comme tout le monde a pu le constater, on a fait des gros travaux qui ont été menés donc, pour développer, pour améliorer les conditions des animaux, que ce soit au niveau de la ferme des 5 continents ou de l'île sauvage, avec la création de nouveaux enclos. Et au niveau humain, évidemment, puisqu'on a recruté pas moins de 8 soigneurs animaliers diplômés, voilà, qui sont en charge du bien-être de nos animaux tout au long de l'année. Finalement, le parc d'Île a 3 missions essentielles, lesquelles? Donc la conservation et la recherche. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont un petit peu liées, toujours dans un esprit de développement, bien-être animal. Voilà, on essaie d'améliorer les choses, que ce soit sur site ou en dehors du site. Voilà, quand on contribue à des programmes de recherche, c'est aussi directement, par exemple, ça peut être en Afrique, ça peut être en Amérique du Sud, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a aussi de l'éducation. Et ça, c'est un volet très important.
donc à travers les animations qu'on propose au tout public ou aux scolaires tout au long de l'année également. Si je comprends bien, l'adaptation que l'on cherche à faire ici de ces animaux en les préservant, en les soignant, en les accompagnant tout au long de leur existence, sert à d'autres, dans d'autres territoires, Bien évidemment. parce qu'il y a de l'échange d'informations qui permet de savoir comment les soigner, comment les adapter à ces différents territoires. Exactement, donc il y a vraiment cet aspect reproduction, conservation, et on peut potentiellement les réintroduire à terme en fonction des différents programmes qui existent. Ils sont aussi les ambassadeurs de leurs cousins qui sont directement sur site, c'est-à-dire en Amérique du Sud, comme je le disais tout à l'heure, ou en Afrique. Et pour le coup, notre mission de sensibilisation est très importante, puisque forcément, on a plus tendance à protéger quelque chose qu'on connaît que quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est notre objectif avec les animateurs, les soigneurs enfin, et les équipes du parc, justement, de sensibiliser le tout public à ça. Alors pendant un certain temps, vous étiez aussi un refuge pour ces animaux blessés, ces animaux égarés. Est-ce que ça continue? Alors, aujourd'hui, il y a toujours notre centre de sauvegarde qui a de l'ampleur. Il y a assez peu de centres de sauvegarde dans les Hauts-de-France d'ailleurs, donc on est un des seuls. Mais on n'accueille que des oiseaux sauvages blessés. Donc ça continue. On a régulièrement des afflux d'oiseaux blessés qui viennent d'un petit peu de tous les Hauts-de-France. Alors, ils viennent par eux-mêmes ou ce sont des gens qui vous les apportent ou des organismes qui les collectent et qui vous les apportent? Alors voilà, il y a vraiment ces deux possibilités-là. C'est soit un usager classique, il trouve un oiseau blessé, une buse ou je ne sais quel oiseau au bord d'une route, qui va venir nous le déposer directement. Nous, on ne peut pas se déplacer, mais ils viennent nous le déposer directement. On le prend en charge dans un objectif de relâcher. Soit ça peut être aussi des organismes ou comme Picardie Nature, par exemple, des assos comme Picardie Nature, qui peuvent venir avec des personnes qui sont en charge de ça, de nous déposer en fait les oiseaux directement à la maison du parc pour qu'on puisse les prendre en charge. Est-ce que le parc d'Île est aussi un espace migratoire? C'est la question qu'on peut se poser parce que forcément c'est ouvert et il y a des périodes de migration. On les voit ces oiseaux qui passent dans le ciel. Est-ce qu'ils viennent se poser au cœur du parc d'Île? Tout à fait, on a des oiseaux estivants, donc qui viennent l'été. On va prendre l'oiseau que tout le monde connaît, c'est l'hirondelle. Ça fait partie des migrations. On va avoir des oiseaux hivernants et certains canards notamment. On va avoir des canards chippeaux, des canards souchés. Voilà, c'est un petit peu plus spécifique, mais qui viennent aussi migrer, qui sont sur le site en hiver. Ça, c'est génial à venir découvrir. Et donc, en fait, le public peut les voir à certaines périodes de l'année. C'est quoi les périodes les plus propices pour le public pour venir découvrir un peu cette diversité et ces animaux? Pour tout ce qui est migration, en fait, sur les marais, on va avoir le printemps. Voilà, printemps vraiment en fonction de la météo, ça peut évoluer, mais c'est surtout le printemps et l'hiver. Donc là, il faut bien se couvrir pour le coup. Mais, évidemment. Mais voilà, l'hiver, c'est aussi très intéressant. Novembre, décembre, janvier, voilà, il y a ce créneau qui peut être assez intéressant aussi. Alors, ce qui est aussi génial au sein du parc d'Île, parce que c'est un véritable parc aussi, le paysage change chaque jour. L'environnement change chaque jour. Tout à fait. Donc avec les équipes techniques, on s'efforce à faire un travail de qualité pour plaire au plus grand nombre. Et puis c'est vrai que le paysage, de toute façon, en fonction de la saison, évolue régulièrement. Et voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté du site. Et c'est vrai que je dois l'avouer, j'ai un cadre de travail assez idyllique. Tu es chanceux, quand même, on peut le dire. Alors quel est le ressenti du public? Qu'est-ce qu'il vous dit quand il vient à votre rencontre? Alors de manière générale, le public est assez subjugué par la beauté du site. Par la propreté aussi du site, c'est très, très important. Et puis par la variété des activités qu'on propose, etc. Donc en fait, tout le monde y trouve un petit peu son compte. Vous êtes combien au sein de votre équipe? Alors au sein des équipes du parc dans son ensemble, parce qu'on a les équipes techniques qui vont s'occuper de la propreté, des espaces verts, on va avoir des équipes de soigneurs, des équipes d'animateurs aussi, l'accueil, la sécurité et puis un petit peu de personnel administratif aussi. Vraiment au sein du site, on est 28. Voilà. Ah oui, c'est quand même une belle équipe. C'est une belle équipe. On est renforcé également par des saisonniers l'été parce que forcément c'est là où il y a un peu plus de monde. Mais oui, tout à fait, belle équipe. Est-ce qu'il y a des moments où, dans l'ombre, derrière les grilles, lorsqu'elles sont fermées au public, il y a une activité intense parce que des naissances, parce que des soins particuliers, parce que des besoins spécifiques? Ah bien sûr, tout à fait. Nous, l'idée, c'est vraiment que le public n'en prenne pas conscience et n'en ait pas connaissance en fait. Et ça, c'est tout le travail de l'ombre aussi. Et bien sûr, il y a des naissances, il y a de l'entretien, il y a de la rénovation d'enclos, de l'entretien d'espaces verts également. Et l'idée, c'est de faire ça quand le parc est fermé pour que le public ouvre et quand les grilles ouvrent du parc, le public découvre un site propre. Voilà. Agréable comme on l'aime le découvrir. Combien de visiteurs par an au sein du parc d'Île? Sur la dernière bonne année, on va dire ça avant Covid, bien évidemment, on va être sur 500 000 visiteurs. Entre 500 et 550 en fonction.
Vous avez dû être triste, les animaux aussi, avec cette période de Covid, parce qu'il leur manquait leurs visiteurs. Alors, il y a triste, oui et non, parce que les animaux se retrouvent aussi au calme, et finalement, ils n'ont pas trop cette notion. Nous, un petit peu plus, parce que forcément, à l'animation, on travaille pour que les usagers viennent, que le public s'amuse. Voilà, on aime voir le parc aussi rempli. Mais on s'est adapté, ça nous a permis de refaire le point sur certains enclos, certains travaux, certaines animations, pour pouvoir accueillir toujours mieux le public. Bah ouais, parce que vous êtes un peu comme les infirmiers et les infirmières et les caissiers, et puis tous ceux qui, malgré le Covid, fallait être là tous les jours, parce que les animaux, ils ont besoin de ce soin tous les jours, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait. On était là, on était présents, voilà, 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24, mais presque. Presque. Mais oui, voilà, on était toujours présents parce que les animaux ont besoin de soins, parce qu'il faut continuer à entretenir le parc, parce que voilà. Si je te dis que c'est un véritable oasis, est-ce que tu es d'accord avec ce terme? Ouais, je suis assez d'accord, c'est vraiment le poumon vert. Oasis, on peut dire aussi poumon vert en cœur de ville. Parce que voilà, je sais que c'est un rendez-vous important pour les Saint-Quentinois qui peuvent venir se détendre, faire du sport, découvrir de nouvelles choses, la faune, la flore. Enfin voilà, je suis assez d'accord avec toi. L'arrivée au Parc d'Île commence par la maison du parc. Déjà, le lieu est exceptionnel, il est magnifique, il a été entièrement repensé. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut y trouver maintenant? Ouais, alors sur la maison du parc, déjà c'est une nouvelle structure d'accueil. Là, l'ancienne était assez vieillissante et il fallait repenser cette structure. Donc il y a l'accueil qui a été revu, un espace boutique et aussi un espace d'exposition permanente où on peut découvrir un petit peu plus dans le détail l'ensemble, les différentes composantes du parc d'Île, donc que ce soit la réserve naturelle, le parc animalier ou le parc de promenade, de loisirs dans son ensemble. Alors, je suppose que vous travaillez beaucoup avec les scolaires? Tout à fait. On peut accueillir jusqu'à 6 000 scolaires à l'année sur une belle année. Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont proposés au sein même de la maison du parc? Moi, je pense, entre autres, à toutes les manifestations que l'on peut découvrir, parce que vous participez en dehors du Parc d'Île aux manifestations de la ville de Saint-Quentin. Par exemple, sur le village de Noël de cette année, on pouvait construire des nichoirs, par exemple. Alors ça, c'est une fois par an, uniquement du côté du village de Noël, ou c'est aussi tout au long de l'année dans la maison du parc? Alors oui, en fait on propose des animations qui sont en dehors du parc, donc sur le village de Noël typiquement, on va se rendre aussi sur les différents territoires de l'agglomération pour valoriser aussi le patrimoine naturel de l'agglomération dans son ensemble. Mais c'est vrai que sur le parc on va accueillir du tout public, sur des animations telles que la nuit de la chouette, telles que la nuit de la chauve-souris, enfin voilà certaines animations gratuites au tout public. On va aussi recevoir des scolaires, comme tu l'as très bien dit, et notamment dans notre nouvelle maison du parc avec la salle pédagogique qui nous permet d'accueillir des classes où nous, on peut également nous déplacer. Et on est sur à peu près 6 000 enfants accueillis, 6 000 scolaires accueillis chaque année. Alors je suppose que les scolaires, les jeunes, c'est le reflet de notre société, de notre civilisation, sont très étonnés, malgré le fait qu'on ne soit pas un grand centre urbain, beaucoup d'entre eux ne côtoient pas les animaux au quotidien. C'est ça, que ce soit les animaux de la ferme, les animaux de la réserve naturelle ou les animaux de l'île sauvage. Et c'est notre objectif, en fait, c'est notre but, c'est de sensibiliser justement tous les plus jeunes en tout cas à cette biodiversité existante qui est finalement proche de nous, mais il faut prendre la peine d'y aller, de s'y intéresser. Et je pense que la nouvelle génération est vraiment très très sensible à notre environnement. Ça vous revient. Quelles sont les questions que les jeunes vous posent le plus quand vous les accueillez, ces jeunes enfants et qui viennent au sein de la maison du parc ou de la visite du Parc d'Île? Un élément qui revient comme ça. C'est peut-être pas des questions, mais c'est plutôt un étonnement. On ne savait pas qu'il y avait tout ça, on n'en avait pas connaissance, on ne pensait pas. Souvent, ils côtoient le parc, ils viennent au parc, donc ils font les activités du parc classique de loisirs. Et disons les activités sportives, les aires de jeu, ce genre de choses. Et finalement, ils n'ouvrent pas forcément les yeux sur le côté réserve naturelle, sur le détail des animaux de la ferme des Saint-Continents ou de l'île sauvage. Et le fait que nous, on vienne avec nos animateurs, avec nos soigneurs et qu'on vienne apporter cette plus-value, ces connaissances supplémentaires, finalement, ils se rendent compte et on espère, on ouvre la porte pour qu'ils prennent un peu conscience et connaissance de la fragilité de cette biodiversité. Et bien vous y arrivez, puisque grâce à la mobilisation de tous, on essaye de préserver tout ça. Les actions que vous menez au sein, alors j'élargis l'équipe du Parc d'Île, à l'agglomération du Saint-Quentinois. On était récemment d'ailleurs hier du côté d'Olzy, et à Olzy, il y a aussi des étangs, et il y a aussi une zone de préservation de la nature. Je crois même que c'est géré par vos équipes. Par le conservatoire, c'est le conservatoire d'espace naturel. Donc c'est le conservatoire d'espace naturel des Hauts-de-France. Il faut savoir qu'il va co-gérer également le site des marais d'Île. Donc voilà, c'est un travail en co-gestion nous sur le marais, mais c'est vrai qu'on a connaissance aussi de la richesse du site. Et c'est des sites qui pourraient nous intéresser à terme
pour qu'on y propose des animations ouvertes au tout public et justement pour sensibiliser, continuer nos missions de sensibilisation. Donc finalement, l'expérience locale s'exporte sur l'ensemble de notre territoire et ça touche l'ensemble de ces zones parce que ces écrins de nature, eh ben, on vit en plein dans cet espace naturel. Le parc d'Île, c'est aussi des animations tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Typiquement, on va retrouver les soigneurs d'un jour. Ça, c'est l'animation phare et qui marche très bien, notamment depuis l'ouverture du parc animalier. On va retrouver également des animations comme les anniversaires au parc, où on propose des anniversaires toujours avec cette thématique un petit peu nature. Les balades en back-off de septembre. Ah, c'est plus sympa que d'aller chez McDo. D'aller fêter son anniversaire au parc d'Île. Voilà. Je laisserai les usagers seuls juges, hein, mais c'est vrai que oui, c'est assez sympa. Et toujours avec cette thématique nature, on découvre aussi le parc autrement, un petit peu type escape game sur le parc. Donc ça marche plutôt bien, on est très satisfait. Puis après, il y a les animations balades en back-off d'avril à septembre. Et puis des animations tout public. Et là, ça plaît beaucoup, ça, je te coupe. Ça plaît beaucoup, les balades en back-off. Hein. Oui, là, c'est vraiment le ressenti. Justement, tu parlais de ressenti du public tout à l'heure, mais c'est vrai que ce qu'on a très souvent, c'est cette impression de calme. On est au cœur de ville, hein, finalement. Le Marais d'Île, on n'est pas très loin de la basilique, pas très loin de la piscine Jean-Bouin. De la gare. Juste à côté. Exactement. Et quand on est en back-off, finalement, et qu'on se retrouve sur l'étang qui se trouve un peu derrière, un peu isolé, il y a vraiment cette sensation de calme, d'être au cœur de nature, de relaxation, pardon, et voilà, c'est vraiment le ressenti qu'on a, ça plaît, c'est détente, quoi. Et puis c'est une manière de découvrir la faune et la flore différemment, parce que ce ne sont pas que des balades, ce sont des balades qui sont guidées et qui sont expliquées. Tout à fait. Donc on va parler de l'historique, comme l'a fait tout à l'heure Frédéric dans un reportage, mais on va aussi parler de la faune, la flore, parler des migrations également, parler de la protection de la biodiversité et des milieux, qui est aussi enclin parce que les marais doivent être entretenus. Donc forcément, on vient aussi à en discuter avec les usagers, puis on répond aux questions des uns et des autres. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre, une fois de plus, sur le bien-être et la préservation des zones humides. Alors quand on fait ces balades en back-off, juste 2 mots sur les back-off. Les back-off, c'est quand même des embarcations très spécifiques. Ils sont spécifiques à ces espaces, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est une embarcation qui mesure un petit peu plus de 9 mètres, un peu plus de 2 mètres de large, à fond plat, qui sont assez lourdes, qui sont issues de Saint-Omer. Voilà, il y en a presque plus en fait. Hein. Assez peu, assez peu. Je pense que du côté d'Amiens, on doit faire encore des visites dans ce type d'embarcation. Il n'y a qu'un fabricant en France. Un seul fabricant en France. Un constructeur en France, exactement. Et donc nous, nos back-off, on les entretient régulièrement en bois, naturel, respectueuse de l'environnement, motorisation électrique, pour garder cette idée. Voilà, merci. De calme. Exactement. Et de préservation. Tout à fait, tout à fait. Donc on allie l'utile à l'agréable. Alors, avec ces back-off, est-ce qu'on peut aller découvrir des espaces qui ne sont pas facilement accessibles? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on ne rentre jamais en réserve. La réserve naturelle est vraiment un espace protégé, justement pour laisser les milieux se développer, les espèces s'y reproduire. Voilà, il faut les déranger le moins possible. Maintenant, avec les back-off, on va accéder sur des zones vraiment en limite de réserve naturelle qui ne sont pas accessibles habituellement pour l'usager lambda qui viendrait faire une visite à pied, par exemple. Il y a un coût pour pouvoir faire des visites en back-off? Alors, il faut savoir qu'on est sur 5 € pour un adulte, une visite qui va durer une bonne heure. Il faut compter vraiment une bonne heure. Après, des équipements, on met de côté, mais c'est 5 € par adulte, 2 € pour un enfant, étudiant. Et puis, il y a aussi des forfaits de privatisation pour 35 €. Si vous voulez faire une visite en amoureux avec votre femme, n'hésitez pas. 35 €. Et on fait une visite d'1 heure avec le guide. Et voilà, vous privatisez le bateau pour vous. Avec un petit apéritif à prendre comme ça. Ça c'est vous qui organisez, mais moi, voilà. C'est vraiment super. Et bien tiens, tu sais quoi, on est venu il y a quelques mois à la rencontre d'un jeune qui s'est mis dans la peau d'un soigneur. Ça s'appelle l'opération Soigneur d'un jour. 2 mots sur cette opération avant qu'on découvre le sujet. Accompagné d'un soigneur, en fait, on va vivre le quotidien du soigneur animalier. Ça va du nourrissage, du nettoyage des enclos, découverte des loges, medical training, approche des espèces, découverte des différentes espèces. Donc, et ça se passe en tête-à-tête entre un jeune et un soigneur? Deux soigneurs d'un jour et un soigneur de notre équipe, en fait. Allez, on découvre le sujet qu'on vous propose, Soigneur d'un jour. Samedi matin, 9 h. Même s'il n'y a pas d'école, Gabin s'est levé tôt ce matin pour vivre une matinée pas comme les autres. Il va passer 2h30 avec Simon, soigneur animalier, au parc d'Île. C'est super chargé, on va nourrir tous les animaux, les nettoyer. En gros, ça va être le principe d'une journée type. Sur la matinée,
Après, si on a le temps, à préparer des rations alimentaires aussi en plus. Donc ouais, c'est bien chargé. Gabin rêve de visiter tous les zoos de France et de devenir pourquoi pas soigneur ou vétérinaire, ça ne s'invente pas, au parc d'Île. Alors le soigneur, c'est le premier rôle auprès des animaux. Donc nous, on va s'occuper de les nourrir, nettoyer leurs enclos, ça va être le boulot de base. Après, c'est vrai qu'on est là pour savoir, pour nous rendre compte dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas. On est le premier maillon de la chaîne avant le vétérinaire. Donc on est vraiment là pour prendre soin des animaux, pour les regarder, pour les observer et déceler toute anomalie. Alors déjà, il va falloir nettoyer tout partout par terre. Donc ça, on va y faire tous les deux. On va avoir des outils, on va ramasser des crottes, on va ramasser le reste de nourriture. Puis après, il faudra nettoyer les gamelles et leur mettre du granulé et de l'eau. Une matinée qui a ravi le jeune garçon de 6 ans, adepte du monde animalier. J'étais vraiment content d'aller au parc d'Île et de soigner les animaux, c'est mon rêve. Et du coup, j'ai bien écouté les conseils pour pas leur faire de mal et pour bien les connaître. M'occuper d'eux, les nettoyer et aussi les toucher. L'animal préféré de Gabin, le rhinocéros, même s'il n'y en a pas encore ici, il s'est pris d'adoration pour les lapins. Et l'apprentissage du métier de soigneur passe avant tout par la passion des animaux. On est obligé dans ce métier-là d'être passionné depuis toujours. C'est un métier qui est mine de rien assez difficile, autant physiquement que psychologiquement. Avec des grosses journées, avec des jours fériés où on va travailler le jour de Noël, le Nouvel An. Voilà, faut la passion et faut qu'elle soit ancrée depuis un bout de temps pour ne pas être dégoûté. C'est une matinée qui peut faire beaucoup de bien aussi aux enfants. Nous, on est là pour eux aussi. On a aussi une mission de pédagogie et de sensibilisation du public. On n'est pas juste là pour les animaux, on est là pour un public, pour répondre à n'importe quelle question. Et puis comme ce matin avec Gabin, de faire partager un peu notre quotidien avec eux. Ouais, c'est surtout, c'est ça, c'est la pédagogie, la sensibilisation. Quelque chose qui est tout aussi important que la conservation d'une espèce ou la recherche scientifique. Les enfants de 6 à 14 ans peuvent passer une demi-journée en compagnie de Simon ou des autres soigneurs le mercredi matin ou le samedi après-midi. Alors dis-moi Bruno, ce jeune Gabin, il a dû grandir depuis quelques années où on avait réalisé ce sujet. Tu es prêt à l'accueillir? C'est un vrai passionné. C'est un vrai passionné et c'est le retour qu'on a essentiellement des enfants, quoi. C'est vraiment cette passion des enfants qui découvrent vraiment le métier. Et oui, ça crée des vocations, ça peut créer des vocations, soit chez les soigneurs, ou peut-être même de vétérinaires. Donc on ouvre la porte, comme j'ai tendance à dire, voilà, on ouvre la porte, on essaie de les intéresser le plus possible. Alors dans l'enceinte du parc d'Île, il y a aussi la réserve naturelle. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est la mission essentielle de cette réserve naturelle. C'est la préservation des espèces et des zones humides qui se font de plus en plus rares en tout cas. Donc c'est vraiment pour ça qu'on la préserve, on essaie d'y rentrer le moins possible pour justement protéger les espèces qui s'y développent, que ce soit en termes de faune ou de flore. Dans la région des Hauts-de-France, alors on ne peut pas être exhaustif forcément, mais ce genre de réserve, il y en a beaucoup. Non, il y en a assez peu, notamment parce qu'elle est en cœur de ville. Donc on a pas mal de réserves, là c'est une réserve naturelle nationale. Donc il y a quand même pas mal de réserves naturelles nationales dans les Hauts-de-France ou même en France de manière générale, mais celle-ci est vraiment la particularité de celle-ci et qu'elle se trouve en cœur de ville. Donc voilà, c'est ce qui fait sa particularité et du coup sa fragilité aussi. Est-ce que vous avez des labels ou est-ce que vous travaillez avec des associations, des structures nationales, voire internationales qui vous accompagnent ? Alors là-dessus, sur la réserve naturelle, on va travailler essentiellement avec le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France qui va co-gérer la réserve naturelle avec nous. On a un technicien de la réserve naturelle aussi qui est là en charge finalement de s'assurer du bon état de la réserve et le conservatoire qui va vraiment nous accompagner sur des missions d'éducation mais essentiellement aussi des missions de recherche, de comptage, d'observation voilà, sur l'état de la réserve naturelle. Alors, il y a les organismes qui vous accompagnent et vous qui faites les comptages, mais aussi le public.
Tout à Tu es fait. invité à venir compter. C'est quoi le concept? Exactement. Bah, alors l'idée, on va inviter le public à se déplacer sur le parc. On leur explique un petit peu. Alors forcément, ça ne va pas être le comptage tel qu'on peut l'entendre au terme scientifique du terme. De manière exhaustive, c'est pas ça? Exactement. Mais on va cibler certaines espèces et on va les initier quelque part au comptage, notamment les comptages ornithologiques, pardon. Donc pour découvrir les espèces d'oiseaux des marais. Il y a notamment des comptages ornithologiques en hiver, pour découvrir les oiseaux hivernants, les canards hivernants, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Eh ben, tu sais quoi? On vous a accompagné lors d'une opération de comptage ouvert au public et je vous propose de le découvrir. C'est une première depuis la création de la réserve naturelle nationale des Marais d'Île. Le comptage ornithologique est ouvert au public. Un travail qui est normalement effectué une fois par mois par les techniciens de la réserve et qui a été mis en place dès sa création avec quelques petites erreurs de gestion au départ. Alors, au début, quand on a créé la réserve naturelle, c'était l'ancienne vision des choses, c'est-à-dire on mettait tout sous cloche et on n'y touchait plus. C'était une façon de voir les choses à l'époque. On se rend compte que finalement le milieu a tendance à se refermer, notamment ici un marais, ça a tendance à se refermer si on ne fait aucun travail de gestion plutôt. Et du coup les travaux de gestion permettent de garder un milieu ouvert avec les roselières, une partie boisement, une partie roselière, une partie milieu herbacé. Et donc on essaie de maintenir une biodiversité ou en tout cas une mixité de la faune et de la flore le plus important possible. Voilà. Alors voilà, il y a des années qui sont plutôt bonnes, il y a des années qui sont un peu moins bonnes. Alors là, ça dépend de beaucoup de facteurs. Nous, en réserve naturelle, ça dépend aussi de la météo, sachant qu'on a des hivernants, c'est des oiseaux qui viennent ici uniquement l'hiver. Mais voilà, si l'hiver n'est pas très rude dans les pays du Nord, forcément ils ne descendent pas. Donc voilà, c'est très variable. C'est très variable. On avait certains oiseaux qui étaient emblématiques, assez rares en Picardie, voire en France. Comme le butor étoilé, le blanc josselin, la gorge bleue à miroir, enfin voilà, ce genre d'oiseaux qui étaient assez rares en Picardie, qui vivent que dans les roselières. Donc les comptages ornithos, c'est quelque chose qui a été assez vite mis en place, et sachant que souvent ça touche beaucoup de personnes. Enfin, disons que l'oiseau, le comptage ornitho, voilà, c'est assez facile en fait, simple. Quand on demande de faire un relevé, je sais pas, sur les mollusques, sur les amphibiens, c'est un peu plus complexe parce que voilà, il faut de la capture, il faut qu'on prenne les animaux en main. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est un peu plus contraignant. Là, l'oiseau, je veux dire, tout à chacun avec un bon guide ornitho peut s'y mettre à son rythme, en fait, à son niveau. Et après, forcément, on se rend compte de tout ce qui nous reste à apprendre et on s'intéresse. Et voilà, c'est simplement ouvrir la porte. On a des oiseaux qui vivent uniquement dans les roselières. Les roselières, c'est ces étendues de roseaux. Des années, on en trouve plus ou moins. Ça peut être aussi un reflet de la qualité de nos roselières. Si elles sont assez vastes, pas assez vastes, enfin voilà, inondées, pas assez inondées, enfin voilà. Ça nous permet aussi de savoir ça. Après, voilà, il y a d'autres études qui sont plus ou moins scientifiques, c'est-à-dire notamment sur les mouettes. On va demander de compter les mouettes. Alors les mouettes, on en trouve un petit peu partout. Beaucoup de personnes pensent qu'on n'en trouve qu'à la mer. Alors c'est faux, c'est un oiseau qui est très opportuniste, qui va aller là où il y a de la nourriture simplement. Mais le fait de dénombrer aussi les mouettes qui viennent dormir ici, ça nous permet aussi ça met un élément supplémentaire dans la balance pour étudier la qualité de l'eau. Parce que forcément, les déjections des mouettes peuvent aussi influer sur la qualité de l'eau du marais. Plus on a d'oiseaux qui viennent là dormir sur le marais, forcément, et comme on a un faible tirant d'eau, en fait, la Somme est un fleuve qui est relativement calme, voilà, ça nous nettoie peu et ça peut influer sur la qualité de l'eau du marais. Donc voilà, on est en train de traverser donc une roselière. Donc ouais, c'est grande tige fine beige avec un petit plumeau au bout. Voilà, ça c'est deux espèces qui sont assez emblématiques. Donc comme je le disais, hein, le butor étoilé et le blond josselin. On va aussi avoir un petit oiseau qui est estivant, pour le coup on ne le verra pas aujourd'hui. C'est la gorge bleue à miroir, pardon. Gorge bleue à miroir, un petit passereau qui est très très sympa à observer aussi, pareil dans les roselières. Ça c'est vraiment les trois espèces vraiment phares de la réserve, quoi. Quand on en voit une, on est assez content. Ça, toute cette partie-là, le public ne connaît pas. Hein. Le comptage est conservé pour suivre l'évolution du marais et certaines observations remontent même sur le plan national.
Alors, les chiffres sont remontés de manière nationale par le conservatoire. Après, sur certaines espèces très emblématiques, oui. Après, est-ce que le comptage ornitho d'aujourd'hui va remonter au niveau national? Si on ne voit que des foulques ou des mouettes, alors ça reste des animaux, voilà. Il y a un intérêt pour nous sur site, mais au niveau national, il n'y a pas d'intérêt. Si on voit, je ne sais pas, des blongios, du butor, enfin des espèces très emblématiques qui sont assez rares sur le plan national, nicheuses, là on le fait remonter forcément. Mais voilà, après ça dépend de ce qu'on va trouver aujourd'hui, ce qu'on trouve lors des différents relevés. Bruno, on se rend compte à travers ce sujet de l'équilibre très précaire qu'il faut maintenir. Hein. Exactement, c'est ça, c'est toute la complexité en fait, de nos missions, de nos tâches. C'est d'essayer il faut sensibiliser, il faut valoriser la réserve sans trop l'impacter pour préserver cette mixité, hein, cette biodiversité. Dans le sujet, tu nous parles de ces oiseaux qui font des migrations, des années ils le font, des années ils ne le font pas. Est-ce que finalement, vous ressentez, vous, l'impact du changement climatique à notre niveau, au sein du parc d'Isle? Ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'oiseaux qui voyagent parce qu'ils sont perturbés? Alors c'est très variable parce qu'il y a des années qui vont être, notamment les hivers, qui vont être peu froids, donc on aura assez peu d'hivernants, d'autres hivers. Alors on ne peut pas ressentir, je ne pense pas qu'on ressente ce point de vue-là au niveau global. Je ne peux pas dire ouais, il y a du réchauffement climatique, ok, sur le parc. Par contre, on se rend compte qu'il y a des hivers qui vont être moins froids, des étés qui vont être moins chauds ou très pluvieux, peu importe. Et c'est ça qui va influer vraiment sur l'arrivée des oiseaux. Est-ce qu'il y a des espèces que vous n'avez jamais vues dans les 10 dernières années que vous commencez à voir maintenant? Qui par exemple, parce qu'il y a ce changement climatique qui existe d'un point de vue planétaire, modifient leur manière de vivre? Alors je ne sais pas, il y a certains canards ou certains peut-être passereaux. Alors après, c'est toujours délicat de se prononcer vraiment là-dessus parce que on parle vraiment d'observation. Donc c'est pas parce qu'on ne l'a pas observée qu'elle n'est pas présente. Voilà, donc c'est toujours ça qui est un peu délicat. Ouais, alors il y a des années où on ne l'observe pas, mais est-ce qu'elle est présente ou pas? C'est toujours un peu délicat d'en parler. On rappelle la superficie de la zone complète? Alors sur le marais, on est à une cinquantaine d'hectares, une petite cinquantaine d'hectares. Si on parle marais, donc les 2 étangs, la réserve naturelle et le parc, on est à peu près à une centaine d'hectares. Puis alors, aux abords du parc, il y a tout un environnement. Voilà. Si on prend un petit peu de hauteur, j'ai envie de dire, il y a forcément tout cet aspect plage, l'aspect Java aussi, donc c'était l'ancienne guinguette avec l'aspect restauration. Voilà, c'est vraiment une zone de loisirs en fait. Dans son ensemble, on peut imaginer ça comme une vraie zone de loisirs, un lieu de détente. Alors, il y a aussi beaucoup de clubs sportifs qui ont implanté leur base sur place. Tout à fait. Donc, au-delà du sportif qui vient le dimanche matin pour faire son jogging, son vélo avec ses enfants, nous, on a de l'acrobranche vraiment aussi sur le parc. Et puis, à proximité, comme tu l'as très bien énoncé, on va avoir le canoë-kayak, l'aviron, qui utilisent en fait nos plans d'eau pour l'activité quotidienne. On va avoir aussi les coureurs du parc d'Isle qui se réunissent régulièrement aussi sur site. Donc, et puis le boulodrome évidemment, notamment sur l'hiver en fait, quand il fait assez froid l'hiver, ils viennent au niveau du boulodrome juste en face de la plage. L'été, si j'ai envie de ramener une petite nappe à carreaux, quelques sandwichs et venir en famille faire un petit pique-nique, on peut? Tu es le bienvenu. Alors on n'a pas le droit de faire de barbecue. Mais ça, bien sûr. Mais oui, bien sûr, tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème. Il y a des espaces enherbés, à l'ombre sous les arbres, c'est très très agréable. Et voilà, n'hésite pas. Eh ben, c'est noté. Il y a aussi quelque chose que l'on remarque, il y a ces passionnés qui viennent, qui se posent, certains dessinent, d'autres prennent des photos, d'autres juste observent. C'est un vrai plaisir pour vous de découvrir ça? Bien sûr, c'est ce qui fait la beauté aussi du site, c'est qu'on arrive à attirer le plus grand nombre en fait, c'est-à-dire des personnes qui viennent avec leurs enfants pour venir sur les aires de jeu, d'autres qui viennent faire de l'acrobranche, du sport, et puis d'autres qui viennent pour faire de la photo, pour faire de la peinture, pour observer la nature. Et c'est très intéressant et nous on est très contents de voir cette variété, cette mixité en fait au sein du public. C'est très important. On a de la chance de vous avoir. Merci. Et d'avoir cet espace et d'avoir des gens investis. Parce que franchement, je vous l'assure,
c'est pas une fois par an simplement quand c'est la fête du Parc Odile que vous êtes là 24 heures sur 24 presque. En tout cas, vous vous organisez de telle sorte que tout se déroule à merveille. Ils sont 28, hein, tout à fait. 28 soigneurs, accompagnants, techniciens, aussi bien sur la sécurité que pour l'accueil du public. Vous êtes là, vous êtes investis et tous ensemble, vous faites que ce Parc Odile perdure et qu'il soit toujours aussi magnifique que le premier jour. Alors d'ailleurs, il y a un gros événement qui se déroule ce week-end, le week-end du 24 et du 25 juin. Alors d'abord, c'est la fête du Parc Odile, 3e édition du nom, après une année d'absence 2 années d'absence due au Covid. Ouais, tout à fait. On a vraiment le plaisir de retrouver cet événement. Combien de temps de préparation et combien de personnes se sont mobilisées pour organiser cet événement? Vraiment, en temps de préparation, on est sur 3-4 mois. Alors, on étudie déjà les choses un petit peu en amont. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Mais c'est 3 mois de grosse préparation. On va être 2-3 vraiment à s'occuper du sujet. Et puis le jour J, forcément, on implique toutes les équipes. Donc nos 28, voire plus nos saisonniers, etc. Donc on est tous impliqués. Toutes les équipes du parc sont sur le front pour offrir la plus belle des fêtes aux usagers. Eh ben voilà, et en plus vous choisissez la bonne période qui est l'été pour pouvoir faire ça. Et on commence ça le vendredi 24 juin. Qu'est-ce qui va se dérouler le vendredi 24 juin? Alors le vendredi 24 juin, on va commencer tranquillement, donc avec des petits food trucks, etc. Donc pouvoir pique-niquer notamment, éventuellement. Et puis, donc le barbecue, pas besoin de l'amener, parce que les food trucks vont être là. Voilà, tout à fait. Et puis donc un petit concert de jazz manouche avec le groupe Mana Swing qui sera là, voilà, à partir de 20h. Et puis dans la foulée, il y a un spectacle qui aura lieu qui s'appelle Les Animaux Fantastiques de la compagnie Elixir. Ah super, voilà, c'est un son lumière ça. Son lumière, un peu circassien, acrobatie, enfin voilà ce genre de choses. Tout est gratuit pour le public. C'est en déambulation ou c'est dans un lieu bien précis? Ça sera sur alors ce qu'on appelle la zone 2001, c'est entre le kiosque et le verger grosso modo, là où on fait nos habituelles fêtes du parc. Donc les équipes vous orienteront, il n'y a pas de problème. Gratuit tout ça? Tout est gratuit. Tout est gratuit. L'accès au parc est aussi gratuit tout au long de l'année. Exactement. Y compris l'île sauvage? Y compris l'île sauvage. C'est super. C'est pas parce qu'il y a des tourniquets que c'est payant. Hein. Non, non, non. Il n'y en a pas encore, il y en aura bientôt, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Alors, vendredi 24 juin, des carousels, du maquillage, un spectacle son et lumière et un spectacle musical qui va bien s'adapter jazz manouche. C'est vraiment l'esprit. Très très bon choix que vous avez fait là. Hein. Ouais, ça marche bien en règle générale. Et puis voilà, c'est l'esprit un peu champêtre, détente, début de l'été, voilà, tout ce qui va bien. Alors on invite les gens vendredi à partir de 20h? À partir de 20h. Le parc reste ouvert de toute façon à partir de 8h jusqu'à voilà. De 20h à 23h, c'est vraiment là que le gros des festivités se passera le vendredi. Et puis on ne va pas s'arrêter là, on va continuer samedi. On continue le samedi avec notre thématique, c'est notre fil rouge finalement, c'est la raison d'être de la fête du parc, c'est nos ateliers découverte nature, faune, flore. Donc avec nos différents prestataires, les animateurs du site qui vont faire découvrir à travers des petites animations de 15 minutes, c'est des activités flash, la faune, la flore, voilà, ce genre de choses. Et donc ça c'est vraiment le fil rouge tout au long de l'année de 10h à 18h. Donc c'est quoi le concept? Il y a différents points, on va déambuler et puis on s'arrête où on veut? Exactement, on s'arrête où on veut. Alors il y a des petits lots aussi, mais ça c'est pas le but principal. Mais voilà, il y a des petits. On s'arrête où on veut, on fait les activités qui nous intéressent. On va avoir des ateliers sur les arbres remarquables, on va avoir des ateliers sur les chauves-souris, sur la vie aquatique, donc toutes les petites bêtes qui sont dans le marais, de la pêche. Enfin voilà, une mixité d'ateliers. Qui devrait convenir au plus grand nombre. On s'arrête où on veut, on fait notre animation, on en apprend plus, on prend des contacts, voilà, on discute et voilà. Ça, c'est vraiment le fil rouge de notre manifestation. C'est pour tout le monde. Il y en a aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les prestataires, en tout cas tous nos partenaires plutôt, sont en mesure d'adapter le discours et de répondre aux questions, que ce soit des enfants à partir de 3, 4, 5, 6 ans, jusqu'aux plus férus, aux plus passionnés d'ornithologie ou de chiroptère, voilà, j'en passe et des meilleurs, donc voilà, on s'adapte. Alors, il y a quelques années, il me semble avoir visité un jardin médicinal, en tout cas un coin où on pouvait trouver des plantes médicinales et c'était vraiment impressionnant. Est-ce que ça existe encore et est-ce que ça fera partie de ces ateliers? Ah non, il a été déplacé pour le coup. On a fait des ateliers sur les plantes médicinales, mais vraiment sauvages, en lien avec le marais. Mais ce jardin des plantes médicinales a été déplacé. Maintenant, il se trouve derrière le square Winston Churchill, derrière la basilique en fait. D'accord, ok. Voilà. Mais cependant, on peut toujours apprendre ces éléments-là. Voilà. Et puis, si on aime les animaux et si on aime notre environnement, eh ben, on vient ce samedi découvrir. Finalement, c'est une journée, l'objectif de ces ateliers, c'est quoi? C'est la sensibilisation du public? Ouais, c'est ça, essentiellement. Donc on peut attirer par la sensibilisation du public, voilà, par la nature. Il ne faut pas oublier que sur cette journée-là,
Également, on aura de la déambulation, on aura des concerts, on aura des food trucks toujours pour se restaurer le midi. L'idée, c'est que tout le monde puisse passer une journée, apprendre des choses, voilà, acquérir de nouvelles connaissances et se divertir pour le plus grand nombre, pour le plaisir du plus grand nombre. Ouais, et puis beaucoup d'entre nous savent qu'il y a le parc d'Île juste là, à quelques mètres du centre-ville de Saint-Quentin, mais n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps, et ça va être aussi l'occasion pour eux de faire cette sortie en famille et de venir découvrir toute cette richesse. Alors le point noir du parc d'Île, on ne va pas se le cacher, mais c'est le lieu qui fait ça. C'est l'accès au parc d'Île, parce que soit il fallait privilégier du parking, et là on aurait pris la place sur le parc d'Île, ou soit il fallait privilégier le parc d'Île et gérer le parking autrement. Alors il y a quoi? Il y a une centaine de places autour du parc d'Île. Tout à fait. Mais ce n'est pas suffisant pour accueillir tout ce public. Comment vous avez eu l'idée de gérer l'accès au parc d'Île sur ce week-end? Donc, comme nous proposons pas mal d'activités, notamment en été, donc c'est là la problématique. Vous venez en hiver, la problématique se pose un petit peu. Ouais, là il n'y en a pas. Il n'y a pas trop de problématiques. Mais là, voilà, à partir de la fête du parc, à partir du 25 juin, en fait, on va organiser un service de navettes gratuites qui vont tourner toutes les 20 minutes entre le champ de foire, pour qu'on puisse se stationner relativement aisément, sans prise de tête, jusqu'au parvis de la maison du parc. Donc voilà, tout ça gratuitement pour le plus grand nombre. C'est super. Voilà. Et ça, c'est mis en place pour ce week-end? À partir de ce week-end jusqu'à fin de l'été. Ah oui, carrément, jusqu'au fin de l'été. Tout à fait. S'il y a affluence, si on ne trouve pas à se garer, c'est pas la galère. On va juste de l'autre côté. Tout à fait. Et on prend une navette 100% gratuite. Exactement. Pour venir sur place. Et comme ça, le parking n'est absolument pas un problème pour nous. Exactement, tout à fait. Cet été, la plage va être accessible. Oui. Et c'est aussi un lieu apprécié des Saint-Quentinois. Oui, pareil, c'est un peu comme le parc, c'est-à-dire que ça rencontre son succès à partir du moment où la météo est favorable. Donc oui, c'est un moment agréable, on peut se baigner, on peut bronzer, voilà, il y a pas mal d'activités aussi qui sont proposées également pour les plus petits. Donc lieu très apprécié du Saint-Quentinois, et c'est vraiment ce qui fait la beauté du site. Je vous dis, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la variété des activités qui sont proposées en un même point, c'est super intéressant. Alors si on n'a pas l'occasion de partir en vacances, ou si on a envie de s'offrir un petit bol d'air, direction Parc d'Île. Exactement, tout à fait. Allez, on va se déstresser dans cette belle nature. Je vous rappelle que ça sera ce vendredi 24 juin, ce samedi 25. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts dans la journée de samedi qu'on aurait oublié de citer? Non, on a parlé des concerts, différents concerts. Je vais pas. Il y a aussi de la musique en déambulation tout au long de la journée. C'est une véritable fête, quoi. Exactement. On essaie de rendre ça vraiment accessible à tous. Vraiment le gros moment du parc, c'est la fête du parc. Donc voilà, on vous y attend avec plaisir. Les horaires d'accès, vendredi, donc toute la journée en horaire normal, 20h, 23h pour la soirée un peu particulière, la fin de journée vraiment particulière qui va se clôturer par ce concert que l'on va pouvoir découvrir. Et samedi? Samedi, alors pareil, on est ouvert de 8h à 23h finalement, puisque les stands vont débuter à partir de 10h. Et puis tout ce qui est concert, surtout sur la partie après-midi, concert, artistes un peu du côté circassien, en déambulation sur le parc toute l'après-midi, jusqu'à 23h. Bon, la météo ne sera pas un frein à l'organisation de cette journée, même si quelques gouttes de pluie sont annoncées. On met un caouet, on prend un parapluie, on prend l'air. Tout à fait, tout à fait. Nous, ça ne nous fait pas peur, on sera présent, on attendra le public avec le plaisir, avec le sourire surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Eh ben, le rendez-vous est pris. Forcément, nous aussi, on sera au rendez-vous et on invite l'ensemble du public. Et si on veut garder le fil avec le Parc d'Île, on fait comment? Le Facebook du parc. Ah bah voilà. C'est ce qui marche le mieux, le Facebook du parc. On a des numéros de téléphone, etc. Mais le Facebook du parc, en règle générale, voilà, on a des bonnes informations. Puis vous êtes très actif quand même. On est relativement actif, ouais, c'est ça. On sait qu'on répond aussi aux usagers quand ils nous posent des questions. Enfin voilà, on essaie de faire vivre un petit peu ce Facebook, parce que les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Alors, comment on vous trouve sur le Facebook? On tape quoi? Parc d'Île. Ah ben c'est simple, simplement, Parc d'Île. Voilà. Bruno, merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite un très beau événement ce week-end, une très belle fête. Et j'invite vraiment l'ensemble des Saint-Quentinois à venir faire la fête avec vous, parce que vous vous êtes vraiment mobilisés pour organiser un événement majeur qui marque un peu le début de l'été à votre tour. C'est ça, c'est l'été qui démarre avec la fête du Parc d'Île. Voilà 2 journées de fête, une très très belle soirée vendredi à vivre, avec beaucoup d'animations, beaucoup de choses visuelles à découvrir. Et ces spectacles son et lumière vont ravir plus d'un. Et puis samedi, c'est la connaissance que l'on va développer, la curiosité qu'on va développer grâce à vous, et puis l'échange.
C'est très important parce que les animateurs ne sont pas là que pour animer, ils sont là aussi pour conseiller, pour accompagner, Bien sûr, pour tout à fait. guider, pour donner des idées, pour expliquer comment faire, voilà, pour développer la passion. Bravo à vous, nous on est fiers de vous avoir à nos côtés et je te remercie vraiment d'avoir été mon Merci, invité Bertrand. dans cette deuxième partie d'émission et puis passez une très belle fête. Merci beaucoup. Merci à tous, on se retrouve tout à l'heure à partir de 19 h en compagnie de Fred et de Christophe et à notre tour, on va fêter la fin de cette saison ensemble, ça sera l'émission Studio 5. Merci de votre attention et à tout à l'heure.